Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Très heureux de vous retrouver. Débat, analyse, expertise tous les jours, du lundi au vendredi. Et vos rubriques habituelles, gagner du temps. Bah oui, c'est souvent un peu le casse-tête quand on est un chef d'entreprise, un entrepreneur. Astuces, des petits trucs très concrets avec le directeur général de Booster Academy. Il a fait un très long article, il va nous en parler dans quelques instants. Smart et Réglo, la fameuse journée de solidarité. Vous vous en souvenez peut-être, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche? Éclairage juridique dans quelques instants avec un expert. La pause café avec Fanny Griesmer. Elle nous parlera d'un mot si compliqué que je ne peux même pas le prononcer. Elle le maîtrise, elle le prépare depuis des jours, ce mot. Quand la confiance dépasse les compétences, je ne vous dis rien, on la découvrira dans quelques instants. Le cercle RH avec une émission consacrée à la philosophie. Aujourd'hui, ben oui, les philosophes sont intégrés dans les entreprises, dans les grands groupes. Quel est leur rôle, quelle est leur mission? Ils nous aident à faire un petit pas de côté. On en parlera avec eux dans quelques instants. Fenêtre sur l'emploi, eh bien, le secteur de la santé recrute, vous le verrez dans quelques instants, avec la DRH de Korian. Elle sera notre invitée à la fin de notre émission. Voilà le programme, tout de suite, bien dans son job. Bien dans son job, bien dans sa journée et dans son emploi du temps, parce que c'est un casse-tête, les journées de travail parfois, comment caser en 24 heures des choses qui tiennent parfois sur 26 ou 27 heures. On en parle avec Nicolas Duguet. Bonjour Nicolas, vous êtes directeur général de Booster Academy, qui est une marque qui a essaimé un peu partout en France. Vous avez signé un article très lu, très visité, très repris sur gagner du temps. Comment on gagne du temps? On peut vraiment en gagner du temps. D'abord, Booster Academy, en quelques mots pour que vous vous présentiez. Vous êtes déjà venu chez nous, mais c'est quoi Booster Academy? Alors, c'est deux choses. C'est de l'accompagnement de grandes entreprises sur de la formation à la performance commerciale, au management et à l'excellence client. Et puis, c'est une vingtaine de centres d'entraînement un peu partout en France. Et notre plus grand concurrent, en fait, c'est le temps. Le temps. Je précise quand même que vous qui parlez du temps, je vais quand même le présenter, c'est votre dernier livre, La minute qui fait vendre. Vous êtes quand même très connecté sur le temps, Nicolas Duguet, parce que dans votre titre, il y a la minute. 5 techniques pour gagner chaque jour du temps pour vous. On commence par quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire en conseil pratique? Sens de la démarche, c'est assez simple en fait. C'est qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on parle de coup près, de deadline. Vous voyez, les termes sont terribles. Et c'est Albert Camus qui disait que créer, c'était vivre 2 fois. Et en fait, quand on crée des nouvelles routines, on va gagner du temps, donc on va mieux vivre. Première approche qu'on peut imaginer déjà, c'est de connaître son biorhythme. Vous savez, on est soit du matin, soit de l'après-midi. Je parle bien de travail. Aujourd'hui, on a des études très précises qui montrent, par exemple, que des étudiants, si on prend un groupe d'étudiants de même niveau et qu'on fait 2 équipes avec le même devoir à faire, le groupe d'étudiants qui ferait ce devoir le matin est plus performant que celui de l'après-midi. Dans le domaine médical, on a plus de chances d'avoir une erreur médicale à 15h qu'à 9h. Alors ne faites pas opérer à 15h, c'est ça que vous dites. C'est un peu ça. Ça veut dire qu'une manière générale, on est plus performant le matin quand même. On est plus éveillé. Exact. 70% des gens sont plutôt du matin. Parfois, on me dit, oui, mais moi, je suis plutôt les deux. Ça peut arriver, mais j'appelle ça un poisson volant. Alors, ça existe, les poissons volants, mais normalement, les poissons, ça nage plus tôt. Donc, on a tous une préférence, soit le matin, soit l'après-midi. Et c'est vraiment important quand on dirige une boîte ou des équipes. Je crois que c'est Steve Jobs qui prenait cette décision que le matin, il attendait très longtemps. Le soir, il n'en prenait aucune. Puis c'est le matin où il tranchait dans des décisions importantes. Ça me fait penser aux chroniques de Fanny Griesmer qui, dans sa pause café, régulièrement nous parle de ces sujets. Ne pas procrastiner individuellement ou collectivement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, la procrastination, en fait, c'est la capacité à reporter à plus tard ce qu'on peut finir. Si on fait le lien avec ça, c'est que, en fait, il y a une étude d'un monsieur qui s'appelle Zegarnik qui montre que quand on finit pas une tâche, la charge mentale est 3 fois plus importante que quand on va au bout. Parce qu'on y pense. Et on y pense, et le soir, en se couchant, on se dit, mince. Donc, il faut aller au bout de son geste. Ça aussi, c'était une tribune de Fanny Griesmer, faire la guerre aux interruptions intempestives. Et on les connaît, les interruptions, c'est qu'en permanence, on est capté par des bips, des vibrations, des pushs sur le téléphone, qui fait qu'on n'est plus concentré à sa tâche, quoi. On perd de l'énergie. Et je vais vous raconter une anecdote dans la conférence que je porte sur le sujet. Il y a un moment où je me fais un peu siffler, c'est quand je dis, en fait, le multitasking, le multitâche n'existe pas. Y compris
pour les femmes. Et c'est là où je me fais siffler. Si on veut se dire que les femmes sont plus courageuses ou que les performances économiques des entreprises sont plus courageuses quand il y a plus de femmes dans les comités de direction, on est tous en phase. Mais c'est une neurobiologiste, Madame Vidal, qui l'explique. L'étude qui parle du multitasking date de 1882. En fait, on s'aperçoit bien qu'on n'est pas vraiment capable de faire deux choses en même temps. On pourrait se dire quelque chose d'automatique et d'intelligent, entre guillemets, en même temps, comme marcher et téléphoner. Mais en fait, vous voyez bien dans la rue qu'il y a un problème. Hein. On risque d'écraser des gens. On se bute, ouais. Téléphoner ou regarder un SMS en conduisant, les études de la sécurité routière, elles disent, tu multiplies par 23 ton risque d'accident. Donc, en fait, ça ne marche pas. Concrètement, au-delà du fait qu'on n'est pas assez performant, parce qu'à chaque fois qu'on s'arrête, on met 3 minutes à se remettre à 100%. Il y a Stanislas Dehaene, le roi de l'apprentissage par neurosciences, qui dit qu'on a un clignement attentionnel et qu'à chaque fois qu'on change de sujet, on perd une demi-seconde. Donc, si on va au bout de son geste, on évite de se remettre à 100% toutes les 3 minutes et on ne perd pas une demi-seconde. Autre sujet, il y a cette question des mails intempestifs. Et puis, arrêtez, ça c'est intéressant parce qu'on reçoit parfois des mails, on les lit, on est sur une tâche. Et là, on se retrouve dans un choix difficile. Est-ce que je réponds au mail qui va me prendre du temps? Est-ce que je finis ma tâche au risque d'oublier de répondre? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on est confronté à... Voilà, il y a deux chemins possibles. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous êtes Thomas Pesquet, que vous êtes là-haut, je pense on le salue d'ailleurs, parce qu'il est là-haut. Je pense qu'il vaut mieux qu'il regarde de près toutes les informations qu'il reçoit. Bon, il y a peu de monde à son niveau, et il y a peu de monde qui doit répondre dans la minute, même ceux qui sont en face de clients. Il faut se regarder en face. En gros, les Français, aujourd'hui, toutes les 10 minutes, ils regardent les boîtes mail, dans 65% des cas. Et quand on sait que vous mettez 3 minutes à vous reconcentrer, qu'il y a le clignement attentionnel d'une demi-seconde, c'est une folie. Donc, ne serait-ce que si vous passez de « je regarde ma boîte mail de toutes les 10 minutes » à toutes les 20 minutes, juste ça, déjà vous faites baisser votre charge mentale et vous allez gagner un temps fou à la fin de la journée. On retire quoi? Les pushs aussi? On retire le son des pushs? Parce que quand on est connecté à des sites d'information, vous avez des pushs toutes les minutes, les minutes 30. C'est invivable. Dans les relations humaines, pour rigoler, je dis souvent attention aux nocifs et en techno, c'est attention aux notifs. Si on peut retirer une bonne partie de ces notifications, évidemment, on sera moins déconcentré. Je vous dis, moi, j'ai quelqu'un avec qui je bosse, qui est une dirigeante d'entreprise, qui reçoit plus de 1200 mails ou messages par jour. C'est culturellement le mode de management de l'entreprise. Donc, il n'y a pas vraiment d'autre choix, quoi. Mais vous savez, quand je déjeune avec elle, elle ne regarde pas son téléphone tout le temps. Sinon, elle deviendrait folle. Donc, évidemment, quand on peut le faire, on regarde ça à heure fixe, plusieurs fois par jour, et on l'organise. Encore une fois, on n'est pas tous Thomas Pesquet, quoi. Concrètement, le conseil que vous donnez, c'est de se délester des choses inutiles, parce que évidemment, à chaque fois qu'on a ce type d'information, on arbitre sur utile, pas utile. On a aussi dans notre cerveau une poubelle, et puis on a un fichier où on dit ça, faut que je le gère. Comment on fait là pour arbitrer? On prend des décisions, il faut qu'on arbitre cérébralement sur ça, je prends pas, je vais perdre trop de temps. Comment on fait? En fait, on organise sa journée avec la fameuse to-do list. Alors, je ne parle pas de la to-do list idiote, qui est pour moi la boîte mail. La boîte mail vous fait une to-do list, elle vous envoie de l'info tout le temps, et c'est une to-do list idiote puisqu'elle casse votre organisation. Je crois par contre à la to-do list de la journée et des to-do list à la semaine et au mois. Aussi pour une raison de performance mentale, vous savez qu'on adore ça. En fait, moi je vois beaucoup de personnes qui le soir me disent « j'ai encore plein de trucs à faire, sur ma to-do list j'ai encore plein de trucs ». Mais évidemment, si vous mettez 17 choses le matin, vous savez bien que le soir vous n'y arriverez pas. Il vaut mieux être raisonnable et en mettre 6 pour réussir à en faire 7. Et là, mentalement, c'est beaucoup plus motivant. On est valorisé, ouais. Et effectivement, un peu comme des sportifs pros qui s'entraînent, une to-do list à la journée, à la semaine, au mois. Avant de nous quitter, quand même, vous êtes très connecté à la notion de temps. Le temps, c'est de l'argent. Comment on tord le cou à ça? Parce que les patrons vous disent, mais moi, attendez, je veux bien réduire, je veux bien passer de 10 à 20 minutes pour regarder mes mails, mais 10 minutes d'arrêt, je perds de l'argent. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds... C'est quand même connu, ça. Le temps, c'est de l'argent. Oui, je leur réponds, en fait... Aujourd'hui, une entreprise ne peut pas être à côté des démarches RSE. Elle ne peut pas être à côté du bien-être des collaborateurs. Et on doit participer à la réduction de la charge mentale. Et en plus, avec toutes les études que je vous ai données, le clignement attentionnel, je perds une demi-seconde, je mets 3 minutes à me reconcentrer à 100%. En fait, ne pas s'organiser comme ça, c'est une perte de temps.
Vous avez vu, je n'ai pas regardé mon téléphone pendant toute la durée de l'entretien. C'est quand même assez fort. Vous avez eu peur? Mais je me sens vraiment mieux pour le coup. C'est vrai qu'on se sent mieux. D'ailleurs, on a quand même des notifications sur smartphone qui nous donnent un temps de regard hebdomadaire. C'est assez intéressant. Qui nous donnent comme ça des cadres. On se dit, tiens, j'ai moins regardé ou j'ai plus regardé. Je voulais quand même indiquer pour ceux qui voudraient approfondir ce qu'on vient de se dire en quelques minutes, cet article du Harvard Business Review qui a été très lu, très vu. Donc continuez à aller jeter un œil. Et puis, juste un petit mot, la minute qui fait vendre, parce que là, c'est vraiment pour les commerciaux. C'est quoi, ça, cette minute qui fait vendre? Il y a comme ça un moment dans la négociation où il y a une minute, il ne faut pas la manquer, c'est ça l'idée? Oui, alors, le livre. Avec nos co-auteurs, parce qu'on est 4, en fait, on a répertorié les minutes qui font vendre. En fait, c'est jamais la même. Elle peut être au début, elle peut être à la fin. C'est ce moment où on se dit, à ce moment-là, j'ai senti que c'était bon. Et on a argumenté avec des techniques scientifiques et des techniques de psychologie sociale, des études scientifiques qui donnent du sens au changement de comportement, parce que c'est également un vrai sujet d'arriver à faire bouger les comportements. C'est-à-dire, vous vous placez du côté du vendeur? Oui. C'est ça, hein? Côté commercial. Commercial. Dans son attitude, dans sa façon d'aborder, ou le petit mot de trop, parce que les commerciaux disent souvent, ce qui est dangereux, c'est le mot de trop. Oui. On a vendu, puis je commets l'erreur du mot de trop. C'est la capacité à savoir se taire. Vous savez, on dit souvent, tu parles trop, on n'entend jamais, tu écoutes trop. C'est vrai qu'on n'entend jamais, tu écoutes trop. Suivez ce conseil, le silence et l'écoute. Et du temps, voilà, prenez du temps. Merci Nicolas Duguay, Booster Academy, directeur général de cette entreprise partout en France, qui est franchisée aussi. Il y a des marques en franchise, il faut le préciser. Merci d'être venu nous rendre visite. Vous revenez quand vous voulez, évidemment. Lisez ce livre, je n'ai pas cité l'éditeur, Maxima Édition. Voilà, ça c'est votre éditeur de votre dernier livre. Il y en a eu d'autres avant. Merci. Tout de suite, on fait un petit focus juridique. Vous le connaissez, c'est Smart et Réglo. La journée de solidarité. Alors, c'est une création assez récente. On va tout vous expliquer à quoi elle sert cette journée. C'est tout de suite et c'est Smart et Réglo. Smart et Réglo, un point juridique chaque jour. Vous connaissez notre rendez-vous. On parle aujourd'hui avec Christine Robat. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes juriste, experte RH chez SVP Information Décisionnelle. On parle de cette fameuse journée de solidarité. D'abord, juste un petit éclairage. Elle est récente cette journée. C'est pas un jour férié classique. Elle a été créée pour financer. C'est une journée de financement. Elle sert à quoi cette journée? Elle a été créée en 2004 C'est déjà. Ça. Oui, ça remonte. Quand même. C'est pour financer effectivement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. C'était suite à la canicule qu'on a connue en 2003. C'est exact, absolument. Journée de solidarité qui est un jour retiré. Ça marche comment? C'est quoi les modalités de cette journée de solidarité? Alors en fait, la solidarité consiste à ce que les salariés travaillent une journée supplémentaire non rémunérée. Initialement, elle était fixée au lundi de Pentecôte. C'est ça. Et en 2008, ça a été assoupli. Et chacun la met. Voilà, c'est ça. Maintenant, il y a un choix au niveau de la date. Et en fait, elle est fixée soit par un accord d'entreprise ou un accord de branche. Et à défaut, c'est l'employeur qui fixe la date après consultation de son CSE, s'il y a un CSE. Alors, un salarié qui a déjà effectué une journée de solidarité, est-ce qu'il doit en effectuer une autre si, par exemple, il change d'employeur, il dit « mais moi je l'ai faite en mars, mais il arrive en juin », et l'employeur lui dit « pas de chance, chez nous c'est en juin ». Il peut effectivement être amené à faire une autre journée de solidarité. Dans ce cas-là, il sera rémunéré par contre, puisqu'il a déjà fait une non rémunérée. Là, il sera rémunéré, mais il peut également refuser. Et son refus n'est pas considéré comme une faute et ce ne sera pas un motif de licenciement. D'un point de vue concret, c'est une journée qui n'est pas une journée de travail non rémunéré. Comment ça se passe techniquement entre l'entreprise et l'État là? Donc c'est l'entreprise qui reverse cette journée Alors, les salariés... C'est l'URSSAF qui prélève par exemple? Les salariés, c'est le fait de travailler une journée Bien sûr. de plus. Et pour les employeurs, il y a une contribution qui est de 0,30% de la masse salariale, effectivement, qui est reversée à l'État. L'employeur, est-ce qu'il peut supprimer un jour de congé payé, justement, au titre de cette journée de solidarité? C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. En fait, l'employeur ne peut pas fixer, par exemple, le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité, et puis finalement dire, l'entreprise est fermée, je vous prendrai un congé payé. Ça, c'est pas possible. Pas en tout cas sur les congés légaux. Si par contre, il y a des congés conventionnels supplémentaires, tels que liés à l'ancienneté, là, éventuellement, on peut l'imputer sur un congé payé supplémentaire. Et le salarié qui voudrait ne pas travailler ce jour-là peut lui poser un congé payé, mais l'employeur ne peut pas l'imposer. En revanche, un salarié ne peut pas imposer à son employeur sa journée de solidarité. Il ne peut pas dire « j'aimerais prendre ma journée de solidarité le 12 juin ». Ah non, c'est l'employeur qui détermine
quel est le jour de cette journée de solidarité. C'est fixé par quoi? C'est un accord? C'est soit un accord d'entreprise, négocié avec les partenaires sociaux, soit à défaut, c'est l'employeur qui va la fixer unilatéralement. J'imagine que vous suivez ce dossier d'assez près parce qu'il y a cette journée de solidarité qui rapporte évidemment beaucoup d'argent et c'est important, mais il avait été évoqué, c'est toujours d'ailleurs dans l'actualité, qu'on en recrée une deuxième. Oui, ça avait été évoqué, mais bon, pour l'instant, on n'en entend plus parler. Pour l'instant, on n'en entend plus parler. Merci Christine Robat d'être venue avec nous sur le plateau pour cette journée de solidarité SVP Information Décisionnelle qui nous donne plein d'informations concrètes depuis des mois sur ce plateau. Merci d'être venu nous rendre visite. Tout de suite, c'est la pause café, évidemment. Vous connaissez ce rendez-vous avec Fanny Griesmer, incontournable. Quand la confiance dépasse les compétences, on va en parler. C'est un sujet qui traite du Covid, tiens, parce qu'on a beaucoup parlé du Covid sans souvent rien y connaître. C'est tout de suite. Fanny Griesmer, elle tend des pièges, elle fait des feintes. Oui, j'adore ça. Je vous le disais en lancement de cette émission avec un mot de vocabulaire que vous avez préparé, c'est vraiment de la linguistique de très haut niveau. On va parler de la confiance qui dépasse les compétences. J'évoquais le Covid, on a beaucoup parlé de sujets sans être médecin, en ayant des certitudes sur tout et sur rien. Et vous nous en parlez aujourd'hui. Et oui, je viens avec un nouveau mot ce matin. Je tremble. Une petite pépite, Arnaud, pour enrichir votre vocabulaire. Difficile à prononcer. Pas vraiment transparent. Ce mot, le voici, ultra-crépidarianisme. Il faut le redire une nouvelle fois. Ultra-crépidarianisme. Ultra-crépidarianisme. Ça, c'est un des plus longs mots. À votre avis, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je ne sais pas. Je suis dans le flou. Alors, je vais vous donner un indice. L'ultra-crépidarianisme vient de suto ne supra crepidam, une locution latine, qui signifie littéralement cordonnier pas plus haut que la sandale. Ah, ça déjà, on est bien avancé avec ça. Alors, est-ce que vous l'avez? Le cordonnier pas plus haut que la sandale. Oui. C'est-à-dire globalement quelqu'un qui parle sans rien savoir. Bravo. En métaphore. J'avais un autre indice, sinon à chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Évidemment. Voilà, Arnaud, ce mot, ultra-crépidarianisme, vous pourrez mettre ce mot pour désigner quelque chose que vous connaissez déjà, un phénomène, pire, un sport devenu très à la mode. L'ultra-crépidarianisme, c'est cette assurance propre à l'incompétence. En d'autres mots, c'est l'art de parler de ce que l'on ne connaît pas du tout, une fâcheuse tendance que l'on observe partout, et notamment dans le domaine professionnel. C'est quoi? C'est une tendance à la hausse? Je l'évoquais, la crise Covid a développé l'ultra... Votre constat est le bon, effectivement. Aujourd'hui, tout le monde semble avoir un avis un petit peu sur tout. Format formulé aussi par le physicien et docteur en philosophie des sciences Étienne Klein, qui par la même occasion a remis le terme d'ultra-crépidarianisme au goût du jour. C'est vrai que depuis le début de la pandémie, vous avez forcément croisé l'un de ces messages. Vous savez, ce message qui est formulé par une personne, qu'elle soit médiatisée ou non, et qui commence par un « je ne suis pas médecin ». Mais ah oui, ça là, oui. Alors c'est vrai qu'il démarre par une déclaration plutôt honnête d'incompétence, mais il est pourtant suivi d'une série d'injonctions, en tout cas une série d'avis divers et variés sur la situation sanitaire. Pour le physicien et philosophe, attention, prudence. Alors c'est vrai que écouter ceux qui parlent avec certitude dans une période d'incertitude, ça peut rassurer. En revanche, les personnes modérées et qui restent silencieuses auraient tout intérêt à s'engager et avec passion pour le bien de tous. Oui, l'ultra-crépidarianisme, vous avez vu, je commence à le maîtriser doucement. C'est vraiment un phénomène de mode, un peu une génération d'experts en tout. Oui. Peut-être celle café du commerce. Où tout va tellement vite que l'on ne prend même plus le temps de réfléchir, d'approfondir, mais seulement celui de réagir. C'est quoi? C'est ce qu'on disait au café qui est aujourd'hui transposé à la machine à café. Le café du commerce, alors il ne s'impose pas seulement sur nos écrans et sur les réseaux sociaux ou au bistrot du coin. Ce comportement... Avouons-le, on va se l'avouer. Vous dites des mots très compliqués, et alors bon... Sur du basique, patatras. Bon allez, ça nous agace, voilà. Pour faire simple, il ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. La pause café... Façon café du commerce, on l'a tous déjà vécu au moins une fois. Vous avez forcément quelqu'un en tête, voire plusieurs. Parce que oui, nous avons tous cette capacité à refaire le monde plus ou moins humblement. Mais chez certains, il semble parfois difficile de dire « je ne sais pas ». Et oui, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on n'arrive pas à dire ça? Puis il y a aussi au bureau
incompétents, que je mettrai entre guillemets, ceux qui par leur assurance donnent le change et vous amènent à constater amèrement que finalement ce ne sont pas les plus compétents qui réussissent. Vous voyez certainement ce dont je veux parler. C'est quand même un problème de management tout ça, parce qu'il faut gérer ces attitudes de je sais tout. C'est un vrai problème de management. Alors derrière cette surconfiance, il y a surtout un effet qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est un biais cognitif, un énième, celui que l'on constate chez ces personnes peu qualifiées sur un sujet, mais qui sont persuadées d'être très compétentes ou en tout cas plus douées qu'elles ne le sont en réalité. Alors l'effet semble nous donner des ailes, sauf que l'effet inverse se produit chez les personnes plus compétentes. C'est-à-dire qu'elles ont plutôt tendance à se sous-estimer, sous-estimer leur niveau. Pour faire simple, l'ignorant ignore qu'il ne sait pas, quand le compétent ignore qu'il sait. Et effectivement, c'est un vrai problème de management. Déjà, le souci des personnes qui se surestiment, c'est qu'elles ont tendance à ne pas apprécier les compétences des autres. C'est un petit peu le fameux voile d'ignorance. Mais ce biais cognitif peut être aussi très néfaste. Finalement, quand vous vous dites que ce sont peut-être les moins compétents qui réussissent, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est de l'injustice. On pense aux promotions, aux augmentations salariales pas toujours très justifiées, aux tensions, à l'impact que ça peut avoir sur un travail en équipe, sur l'avancement d'un projet, sur la productivité, sur le bien-être au travail, aussi de mauvais choix à des postes clés. Bref, l'effet de surconfiance peut être préjudiciable à l'entreprise et délicat à gérer, surtout pour un manager. Très délicat. Comment on corrige ce vilain défaut ? Parce que vous nous dites qu'il y a des talents cachés, en fait. Si vous êtes concerné, effectivement, peut-être que vous pouvez prendre le temps d'approfondir des notions que vous avez tendance à survoler. Bon, le souci, c'est que c'est une tendance qu'on a souvent du mal à contrôler. C'est plus fort que nous. En revanche, si vous êtes un manager et que vous avez un petit peu identifié là du prix chez quelqu'un, on vous conseille de donner des feedbacks réguliers, de formuler des critiques, mais constructives, c'est-à-dire vraiment donner, avancer des faits avérés avec des situations là où il y a eu erreur, de proposer aussi des formations sur des domaines où il y a, semble-t-il, des lacunes. L'idée, vous l'aurez compris, c'est de ne surtout pas s'énerver, d'agir subtilement et intelligemment. Sauf qu'il y a quand même un petit peu de positif dans l'ultra-crépidarianisme et dans l'effet Dunning-Kruger. Peut-être des vertus que l'incompétent et le compétent ignorent. Déjà, ça nous donne quelqu'un à détester dans un groupe et on sait à quel point c'est fédérateur. Mais au-delà de l'instant totalement primaire, ça donne à réfléchir. Ça pose quelques questions. Déjà, dans le monde du travail, est-ce qu'on doit être forcément expert pour avoir voix au chapitre ? C'est une première question. Est-ce que nous avons forcément tort dès lors qu'on donne un avis relatif à un domaine que l'on ne maîtrise pas ? Et si on ne le maîtrise pas, doit-on pour autant faire profil bas ? Puis, au sein de l'entreprise, faut-il forcément rester à sa place ? C'est des questions qu'on se pose. Finalement, aujourd'hui, on parle de bienveillance, de transparence et aussi de hiérarchie qui a tendance à être davantage horizontale. Toutes ces questions se posent et finalement, le fait de pointer les effets pervers de cette tendance à la surestime de soi, c'est peut-être oublier les vertus, la force du débat ou du brainstorming. Pourquoi pas ? Je pense que vous y penserez quand un collègue vous fera peut-être une remarque sur votre travail. Vous qui êtes expert et lui pas du tout, peut-être que derrière cette remarque, il y a une idée lumineuse et qu'elle est intéressante à considérer. Il faut savoir accueillir aussi le non-expert qui peut apporter une contribution qui vient d'ailleurs un peu contredire finalement l'idée qu'on est aussi en droit de parler du Covid sans avoir fait 22 ans d'études de médecine. Et parce qu'on le vit tous finalement. Et parce qu'on est finalement les acteurs principaux de cette affaire. Merci Fanny de nous avoir éclairé sur ce mot, l'ultra-crépidarianisme. Bravo. Je l'ai dit très lentement. Je dois le dire à l'envers. Je vais m'entraîner. On fait une courte pause évidemment pour le cercle RH avec nos invités. Tiens, on parle des philosophes. Qu'est-ce qu'ils font les philosophes en entreprise ? Ils intéressent de plus en plus les entreprises, les grands groupes. Ils apportent un nouveau regard. Ils nous font faire un pas de côté, ces philosophes. Et ils arrivent dans l'entreprise et ils seront avec nous sur le plateau dans quelques instants. On fait une courte pause et on les découvre juste après.
Les philosophes en entreprise, à quoi servent-ils? Ont-ils une utilité, ces philosophes? On va en parler évidemment avec eux dans quelques instants. Dans le Cercle RH, une émission que vous avez déjà vue et que nous rediffusons aujourd'hui. Vous allez le découvrir, eh bien, les philosophes ont une utilité. Ils nous apportent un autre regard, nous font faire tout simplement un pas de côté. Regardez cette émission, c'est le Cercle RH, autour de la philosophie en entreprise. La philosophie en entreprise, bah oui, on parle beaucoup de productivité, de gains de productivité, d'argent, de crise aussi, puisqu'on est dans la crise Covid. Mais à quoi peut donc servir un philosophe en entreprise? Il y en a de plus en plus, ils sont dans l'entreprise, ils viennent professer. Qu'est-ce qu'ils apportent à l'entreprise? On va en parler avec eux. Peut-être une manière de penser l'entreprise autrement, ou alors les philosophes accompagnent le profil de l'entreprise, l'accompagnent dans son développement. Et la philosophie deviendrait donc un outil au service du profit. C'est peut-être pas ça la philosophie de ces salariés philosophes. On en parle avec nos invités. Luc de Brabander, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Alors vous avez écrit évidemment de nombreux livres. Vous êtes philosophe. Alors est-ce que vous pouvez vous définir comme philosophe en entreprise ou pas? Oui, absolument. Ça vous convient comme titre? Absolument. Le dernier, c'est Petite philosophie des arguments fallacieux chez Erol. Oui. Donc là, il y a plein de choses passionnantes sur toutes ces espèces de lieux communs utilisés notamment par les managers, qui sont des évidences. Voilà, vous tordez le cou à tout cela, espèce d'endormeurs, de gens qui nous endorment. Et puis, vous avez aussi créé quelque chose de passionnant à travers les dessins. Racontez-nous avec les dessins animés. C'est quoi l'idée de ce projet? Disons, depuis toujours, je suis convaincu que la pensée fonctionne avec des images. Imagination, c'est pas un hasard. Et donc, j'ai une petite société qui s'appelle Cartoon Base qui essaye de dessiner la pensée. J'habite près de Lessines où est née Magritte. Et Magritte, il a un jour dit qu'il fallait dessiner la pensée. Ça m'a fort impressionné. Dessiner la pensée. Ouais, c'est lui, c'est pas moi. Oui. C'est génial. Thibaut Brière, vous êtes déjà venu et vous êtes philosophe en entreprise, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail. Donc là, on voit aussi dans votre intitulé, c'est intéressant, dans la façon dont vous présentez, il y a déjà la volonté pour vous de rendre les choses concrètes, plus concrètes. Vous êtes d'accord avec cette idée de passer du concept aussi à une forme plus réelle? Très clairement. Et moi, c'est la fonction que j'ai exercée, philosophe d'entreprise d'un groupe industriel pendant 7 ans. Et donc là, il s'agissait très clairement de rendre les choses concrètes, de faire le grand écart entre la théorie et la pratique. 10 clés pour préparer mon entreprise au travail à distance. On est en plein dedans, alors qu'on va peut-être nous annoncer ce soir un confinement dégradé, puisqu'il faudra garder aussi nos enfants. Comment adapter mes processus? Comment faire évoluer des pratiques managériales? Et c'est sorti chez Erol. Donc vous avez le même éditeur. Je voudrais vous soumettre cette petite phrase, tiens, parce que ça c'est intéressant, on va faire de la philosophie, mais regardez ce qu'a dit le président Macron. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez, vous philosophes. C'est ce qu'il a dit il y a quelques jours, avant qu'il nous parle aujourd'hui peut-être. Nous avons eu raison de ne pas reconfiner la France parce qu'il n'y a pas d'explosion qui était prévue par tous les modèles. Je n'ai aucun mea culpa à faire, aucun remords, aucun constat d'échec. Qu'est-ce que vous dit cette phrase, Luc de Brabander? Mais que diriger, c'est un métier qui est très spécifique parce qu'à un moment donné, il faut prendre sa responsabilité. Et je dis souvent, un dirigeant ne doit jamais hésiter, toujours douter. Donc, l'hésitation, c'est pas bon. Là, il n'hésite pas. Ah non, justement, je crois que c'est bien. Donc, il n'hésite pas parce qu'un dirigeant qui hésite, on va à gauche, à droite, non, c'est pas du tout bon, ni en entreprise, ni en politique. Mais par contre, il doit toujours douter. C'est-à-dire se rappeler, le doute c'est quoi? C'est se rappeler que tout est hypothèse et que s'il est possible pour lui de ne pas hésiter, c'est parce qu'un jour il a pris une hypothèse, il s'est dit je fonce là-dedans, mais peut-être que le moment est venu pour lui de douter. En philosophie, le doute est fondamental. Oui. Là, dans cette phrase assez terrible, il n'y a pas de remise en question. Il dit « je n'ai pas à me remettre en question ». C'est bien ou pas, ça, ce type de processus? Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes dans l'entreprise qui disent et qui accusent leur patron, leur manager, de ne jamais se remettre en question. Même lorsqu'ils se trompent. C'est-à-dire qu'ils commettent une erreur, mais il n'y a jamais un moment donné où on pose le masque et on dit « écoute, voilà, là je me suis ramassé, c'était une erreur ». Quelque part, pour les collaborateurs, c'est aussi une manière de se dire « bah voilà, il a une forme d'humanité ». C'est quand même dangereux, ça. Même si, par ailleurs, il maintient le cap, effectivement. Oui, c'est toute la difficulté du dirigeant aussi, c'est d'être seul. La solitude du dirigeant dont on parle beaucoup, elle se traduit là-dedans. C'est-à-dire qu'il risque sans cesse de s'enfermer dans une détermination qui peut être juste, mais il doit toujours rester ouvert à la possibilité donc de se remettre en question. Et le grand risque du dirigeant, c'est l'arrogance. L'arrogance, étymologiquement, à regarder, c'est ne plus se remettre en question, c'est ne plus se poser de questions. Vous ne dites pas que le président est arrogant ?
Je vous vois venir. On peut en tout cas le... Vous n'osez pas le dire, mais vous le dites. Non, on peut. Là, en l'occurrence, je ne sais pas s'il estime, s'il est convaincu de ne pas avoir commis d'erreur. Je veux dire très bien. En revanche, il doit être. Est-ce qu'il va dans ce sens parce qu'il est entouré par des phénomènes de cour, et ça arrive très très souvent par des dirigeants qui du coup vont tous dans la même direction. Est-ce qu'il a autour de lui, par exemple, des conseillers capables de lui dire les choses, des philosophes, le parler vrai. Exactement, le parler vrai. Vous êtes d'accord avec cette idée? Ah oui, tout à fait. Un philosophe, il décale aussi la pensée. Ah oui, il a un privilège, c'est ce qu'on appelle le fou du roi, il a un privilège de remettre en question, je crois que, disons, dans les entreprises, il y a une partie chiffrée, ou la comptabilité, l'informatique. Et être rigoureux, bon, il suffit de le décider. Mais il y a toute la partie non chiffrée, non chiffrable, l'éthique, l'image de marque, la créativité, etc. Et là, je revois, beaucoup de patrons sont pris au dépourvu. Pour moi, la philosophie, c'est l'outil de la rigueur quand il n'y a pas de chiffres. Et c'est vrai pour le président de la République ou pour les patrons d'entreprise. Là, en l'occurrence, il a des chiffres. Il a des chiffres, mais c'est là où ça devient intéressant. Il a des tableaux de bord, et il doit quand même, malgré tout, de tout cela, en extraire quelque chose qui n'est pas du chiffre. Oui, mais c'est assez troublant. Contrairement à ce qu'on dit, les chiffres ne parlent jamais d'eux-mêmes. Nous faisons parler les chiffres. Ça, c'est l'ingénieur en mathématiques qui parle, parce que vous êtes philosophe, mais une grande partie de votre vie, ça a été de faire des maths. Oui. Comment on bascule là? Comment on se dit, j'ai fait des maths, et puis après, je deviens un philosophe et je m'intéresse justement à l'entreprise? C'est une route presque logique, parce que Pythagore, il était philosophe mathématicien, Bertrand Russell, Descartes, les X, Y, on appelle ça les axes cartésiens. En fait, la séparation est assez récente. Pour moi, la philosophie, c'est le niveau suivant d'abstraction. C'est quand il n'y a plus de chiffres. Mais en fait, la démarche est la même, c'est la rigueur dans la pensée. Mais excusez-moi, je reviens à des choses très prosaïques. Quand vous entrez sur un parking, vous garez votre voiture, je ne sais pas si les philosophes ont une voiture ou un vélo ou leurs chaussures, mais en tout cas, ils rentrent dans une entreprise et ils sont face à des gens qui, eux, sont dans les chiffres, dans le marketing. Pas tous. Pas tous. Non, le DRH, le responsable de l'éthique, toute la vision d'entreprise. On parle beaucoup en France de raison d'être. On ne construit pas une raison d'être avec des chiffres. On construit ça avec son cœur, ses tripes. On ne construit pas ça avec des algorithmes. Et c'est là que le philosophe peut jouer un rôle clé. Je vous pose la question, puisque vous lancez le sujet des algorithmes. Est-ce qu'un philosophe, il a les muscles assez solides et les neurones assez forts pour lutter contre les algorithmes qui, sur ce plateau, sont partout? C'est-à-dire qu'on a des dizaines d'invités qui viennent nous expliquer que c'est l'alpha et l'oméga de la vie, et même chez les DRH, aujourd'hui, il y a des algorithmes de recrutement. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites, je vous accompagne à moins souffrir, ou je vous fais regarder votre système différemment? C'est-à-dire, est-ce que vous accompagnez le développement économique d'une entreprise, ou vous êtes un peu des gens qui les empêchaient de tourner en rond? Alors d'abord, en tout cas pour moi, pour ma part, pour ce qui est de ma pratique, je les aide à prendre conscience notamment de leur philosophie sous-jacente. Typiquement les algorithmes, eh bien c'est une philosophie derrière évidemment déterministe, ou dans lequel on ne va croire que on va essayer de mettre en œuvre uniquement des choses qui ont été calculées. Là, c'est clairement une philosophie, par exemple, leibnizienne derrière, où on pense qu'on va pouvoir déterminer de manière rationnelle quel va être l'optimum dans lequel il faut aller. Donc, relativement à la question du travail à distance, par exemple, l'entreprise algorithmique, eh bien, ça va être l'entreprise qui va confier à un algorithme le soin de déterminer quels vont être les postes télétravaillables, devant être télétravaillés, quels doivent être les postes qui sont pourvus de manière plus optimale en étant travaillés de manière hybride ou en présentiel. Et donc confier la gestion d'une entreprise, ça arrive déjà dans l'un des plus grands fonds de pension américains, est dirigé déjà par des algorithmes. Pas simplement pour des allocations d'investissement, mais également pour recruter, pour savoir qui promouvoir, etc. Toutes les conversations sont enregistrées. C'est effrayant ce que vous dites quand même. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'entreprise intelligente qui échappe à l'homme. Enfin, l'homme a créé l'algorithme, mais en fait, c'est comme une machine qui décide. Et alors, le rôle du philosophe là-dedans, ce n'est pas de dire voilà ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'aider le dirigeant à prendre conscience de ce qu'il fait quand il le fait, et donc de pouvoir décider de manière plus responsable. Dans votre dernier livre, il y a un sujet, ça c'est le mathématicien, alors il y a souvent les forces apolliniennes et dionysiaques, c'est-à-dire la création, et c'est ce que vous expliquez finalement, il faut être un grand artiste, c'est celui qui arrive à structurer l'énergie et l'émotion qu'il a en lui, sinon ça n'émerge pas. C'est peut-être vrai aussi pour un patron, non ?
voilà, il faut avoir ces deux qualités, dionysiaque et apollinienne. Mais voilà, c'est tout le côté humain. On ne sait pas programmer les paradoxes. Donc, il y a quelque chose qui échappera toujours aux algorithmes. C'est ce qui fait de nous vraiment un être humain. On dit les algorithmes sont puissants. Mais évidemment, c'est pour ça qu'ils sont construits. La raison d'être d'un outil, c'est d'être plus puissant que l'homme. Imaginez quelqu'un qui fait des lunettes pour voir moins bien. On dirait, mais ça va pas, non? Et donc, la raison d'être d'un outil. Et donc, l'algorithme, c'est très, très bien. Mais il ne couvre qu'une partie. Et puis, la vraie question... Qui a programmé? Qui sont les programmeurs? Imaginez que des ingénieurs, des mathématiciens. Oui, mais imaginez par exemple que les grands algorithmes aujourd'hui aient été programmés par des femmes, ou par des Éthiopiens, ou par des gens de mon âge, eh bien ce serait complètement différent. L'algorithme n'est jamais qu'une déduction à l'infini, bien au-delà de ce qu'on peut faire, d'un cadre que l'homme a décidé. Et là, restera la responsabilité. L'algorithme ne va pas sortir de son propre Donc il y a un déterminisme de l'algorithme, si je peux me permettre. Il y a une philosophie, en fait, dessous, sous-jacente, qu'on le veuille ou non. Le jeu d'échecs, c'est clair, la machine peut faire des milliards de parties, beaucoup plus que l'être humain peut imaginer, mais il ne peut pas, lui, dire, tiens, je vais faire le cheval, je vais le faire aller 2-2 pour voir ce que ça donne. Quoi. Ça, il peut pas. Ah non, sauf si le programmeur lui a dit, mais ce ne sera pas lui-même, etc. Il y a toujours une frontière. Il y a quelque chose que l'algorithme ne peut pas dépasser. C'est le cadre dans lequel il a été mis pour déduire à l'infini, comme il l'a très bien dit. Un thème qui est passionnant pour les philosophes, que vous avez eu à faire, vous, dans votre quotidien de philosophe en entreprise, c'est les sophistes. Alors, c'est un des thèmes de votre livre, c'est espèce de novlangue. Alors le sophisme, c'est un mot grec, mais qu'aujourd'hui c'est la novlangue, c'est l'utilisation de formules un peu toutes faites du manager qui veut tout bousculer avec des lieux communs, des tautologies dont vous parlez dans votre livre. Et vous dites en plus, et ça c'est un drame, j'aimerais vous entendre, c'est amplifié par Internet. Pour ou contre Internet, c'est pas le sujet. Vous dites il est là, mais c'est ni bien ou mal, c'est bien et mal. Bien et mal, absolument. Parce que dire ni bon ni mauvais, ça dépend de l'usage que l'on en fait. On peut se dire, voilà, on verra bien. Non, c'est bon et mauvais. En même temps, pour un professeur, pour un papa, pour un médecin... C'est très bon. C'est bon et mal. Mais en même temps. Et donc, les mots qui sont l'arme des sophistes, parce que et ça revient à mon sujet, les mots aujourd'hui dans la technologie doivent être précisés. Quand on dit par exemple une voiture autonome, mais on n'a jamais vu un objet aussi peu autonome qu'une voiture autonome. Elle dépend de capteurs, de logiciels, de machins, etc. De satellites. On devrait dire une voiture automatique. Automatique, ça change tout. Le Bitcoin, quand on dit c'est une crypto-monnaie. Mais non, c'est pas une monnaie. C'est pas une monnaie. Et donc, on parle du Bitcoin dans les pages économiques, on devrait parler de Bitcoin dans les pages des jeux vidéo. Des jeux vidéo, de la tech. Exactement. Et c'est sans jugement de valeur. Donc, les mots sont plus importants que jamais. Le cloud. J'étais avec un banquier l'autre jour. Il me dit, nous, on a mis nos informations dans le cloud. Bon, mais dites-moi, qu'est-ce que c'est? En fait, le cloud, c'est l'ordinateur d'un autre. Dites à votre client, nous, on a mis vos informations dans l'ordinateur d'un autre. Il va vous dire, mais c'est qui l'autre tout de suite? Mais le cloud, c'est une idée génie de marketing. Les gens ne posent pas de questions. Parce que ça cache une espèce de truc flou. Mais non, le cloud, c'est un brouillard. Et en plus, ça consomme une énergie. D'ailleurs, c'est ça le brouillard. Le brouillard, non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi des mots qui cachent la réalité, qui pourrait être effrayante si on le disait tel quel. Ah, oui, mais il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont. Le Bitcoin consomme une énergie absolument astronomique. Quand Tesla investit, je crois, 1 milliard ou 1,5 milliard en Bitcoin, mais l'énergie là derrière, c'est complètement fou. Thibaut Brière, je vous soumets cette phrase, vous l'avez peut-être lu de la part de Marc de Luc de Barbrander, mais faudrait-il pas dire qu'on est sous Internet comme on est sous antidépresseurs? Je trouve cette phrase incroyable. C'est Dieu est mort, vive le Prozac, qui était Andy Warhol, qui se rapproche un peu de cette phrase comme ça, un peu incroyable. Vous soutenez cette... Vous êtes philosophe en entreprise, vous avez croisé des sophistes, vous en avez vu beaucoup des sophistes sur l'entreprise. C'est ce qu'on pourrait appeler en langage courant un beau parleur utilisant des tautologies, vous endormant. Oui. C'est un peu ça, le sophiste? Alors, oui, c'est complètement ça, évidemment. Platon dit que c'est un salarié de la discussion. Il le compare à un doreur de pilules. Oui. Et alors, moi, ma fonction dans l'entreprise a été, pour une part, justement, d'être un sophiste. C'est-à-dire que le patron qui m'a... Pris au piège de votre métier, en fait. Pour une part. C'est-à-dire que le patron qui m'a engagé, il veut engager un philosophe, mais en fait, ce qu'il attendait de moi comme travail explicitement en interne, c'était d'exercer un rôle de sophiste, c'est-à-dire de défendre, d'abord de mettre en mots sa philosophie d'entreprise, d'en faire un livre, et ensuite de l'enseigner en interne et à l'extérieur. Donc moi, j'étais payé clairement pour enseigner une philosophie, pour professer une philosophie déterminée, comme un enseignant en philosophie enseignerait Hegel ou Aristote. On lui demande pas de savoir s'il est lui-même hegelien. On lui demande juste d'être un spécialiste de la pensée. Eh bien,
en entreprise, qui est quand même pour une large part le règne des sophistes, hein, les managers, les dirigeants sont des sophistes. Le propre d'un dirigeant... Mais c'est négatif dans votre bouche ou pas? Pas uniquement. En tout cas, ça doit permettre de s'interroger. C'est-à-dire que le propre d'un dirigeant, ce n'est pas de dire la vérité, c'est d'établir la confiance. Or, établir la confiance, le propre des escrocs ou le propre d'un dirigeant de secte, c'est de mettre les gens en confiance. Et ensuite, de les trahir ou de les voler ou d'en abuser. Éventuellement. En tout cas, cette rhétorique de la confiance et cette absence du concept de vérité en entreprise doit nous interroger. Mais la philosophie de votre livre, Luc de Brabander, sur cette idée de tordre le cou aux sophistes, qu'est-ce que vous voulez dire fondamentalement? Qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui veulent lire votre livre et à ceux qui sont dans l'entreprise? Quel est le message? Mais il y a toujours eu des fake news, il y a toujours eu Edgar Morin qui va avoir 100 ans, Ouais. un de ces quatre. Il a écrit, je crois, en 60, un livre sur la rumeur d'Orléans. Bien sûr. Qui partait de... Ces femmes enlevées dans les sous-marins dans la Loire. Je connais très bien ce sujet. Donc voilà, les fake news, c'est pas neuf. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on peut cibler les fake news. Du temps d'Edgar Morin, la rumeur d'Orléans partait partout. On ne savait pas qui la lisait. Tandis qu'aujourd'hui, comme je sais tout, je peux faire une fausse rumeur pour un public donné et voir la rumeur contraire pour un autre public. Exact. Je peux cibler. Et les sophistes, ils ont une arme de persuasion massive. Et c'est ça. Démultiplié par Internet. Ah oui, c'est ça. C'est ça le danger. La qualité, c'est ce qui est passé avec le Brexit. Bon, en gros, c'était pas trop difficile pour les algorithmes de savoir qui était pour, qui était contre. Et donc, celui qui était contre, eh bien, il pouvait prendre ceux qui étaient déjà contre et renforcer leurs croyances, ceux qui étaient pour les déstabiliser, avec des rumeurs différentes. Soyons précis, puisque une nouvelle fois, le patron de Facebook a été entendu Oui, j'ai vu ça. par la Chambre. Et de nouveau, il a été interrogé sur cette question. Il était question de Facebook Oui. Et de cette société Twitter. d'achat de vote. Vous y voyez quand même un grand danger pour l'entreprise, mais si je vous entends bien, pour la démocratie. Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. En fait, Facebook et Amazon n'ont rien fait d'illégal. Ils se sont développés à une vitesse inouïe. C'est 20 ans. Facebook n'a même pas 20 ans. C'est dingue. Mark Zuckerberg, qui ressemble à un étudiant encore là, auditionné par le Congrès. Ils se sont développés dans un univers vide. L'Europe a tout laissé faire. Aujourd'hui, en 20 ans, on est devenu captif. J'ai lu l'histoire d'Internet. Ceux qui ont... Berners-Lee et un Belge sont allés voir le cabinet de Delors il y a 30 ou 40 en disant un truc génial. Ouais. Attention, c'était au CERN. Ils n'ont même à peine été reçus. C'est ce qu'il dit dans le livre. Alors Berners-Lee est parti au MIT et la suite, on la connaît. Évidemment. On la connaît. C'est sûr qu'il y a un danger. On ne contrôle plus rien. Il faut absolument qu'on comprenne la logique des algorithmes. Si nous, tous les trois, on fait en même temps clic sur n'importe quelle demande de Google, on ne va pas avoir la même réponse. Parce que Google sait très bien que nous ne sommes pas les mêmes. Et que donc, en fonction de nos profils, on va avoir des réponses. Oui. Excusez-moi, c'est la même question que je vous repose au début de l'émission, parce qu'il nous reste peu de temps et c'est passionnant ce que vous nous dites. Quand vous dites ça, on a l'impression que vous êtes en rupture de finalement ce grand modèle qu'on nous vend comme le bonheur et la solution à tous nos problèmes. Vous êtes en rupture avec cela? En critique. En critique. Pas en rupture, en critique. Il faut retrouver la pensée critique par le doute. Parce que le faux et le vrai, en fait, Facebook, ça ne les intéresse pas de faire du faux et du vrai. Ce qui les intéresse, c'est faire de l'argent. L'argent, bien sûr. Et on se rend compte que le faux, on a plus envie d'être collé à son écran avec du faux que du vrai. Et donc, ils font du faux. C'est terrible. Ils font du faux, pas pour faire du faux. Pour nourrir. Pour faire de l'argent. Bah oui, c'est du marketing, en fait. Exactement. Et des algorithmes qui ont été construits pour, en fait, garder les gens en attention sur l'écran sont petit à petit devenus des algorithmes qui font du faux. Pas pour le faux, mais pour attraper les gens. Thibaut Brière, pour conclure, parce que c'est très fort ce qu'on entend là. C'est de la critique, c'est pas de la rupture, c'est de la critique. Oui, tout à fait. Et pour moi, c'est vraiment le rôle de la philosophie et du philosophe dans l'entreprise que de réinsuffler de l'esprit critique, de la pensée critique, c'est-à-dire de la réflexivité, de la capacité à se remettre en question, à se reprendre pour se corriger. Ce qui permet de développer justement de l'agilité dans les organisations. Or, le danger dont on parle depuis un certain temps ici, avec les algorithmes, c'est que ça pousse à aller dans une certaine direction, à trouver la rationalité, mais dans un sens. Mais l'algorithme, lui, il n'est pas capable justement de se corriger, de se reprendre, etc. Donc il y a un vrai danger, excusez-moi. Oui. C'est-à-dire, on est désapproprié. Parce que le philosophe veut qu'on s'approprie finalement notre propre conscience, nos pensées. Là, on perd tout ça. Oui, mais on ne le peut en entreprise que parce que d'abord, en entreprise, on a été abéti.
il n'y a pas de pensée critique. Toutes les formations en entreprise sont des formations techniques. C'est vrai. Pour la quasi-totalité, les humanités en tant que telles n'y ont pas leur place. C'est hors les murs, on est d'accord. C'est hors les murs. Sauf avec votre présence quand vous y allez. Et on obtient justement, et avec les mêmes causes, on obtient les mêmes effets. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas, une entreprise ne se donnera pas les moyens de réinsuffler de la pensée critique en interne, que ce soit dans ses formations ou que ce soit par l'institutionnalisation d'une fonction critique dans l'entreprise, on obtiendra les mêmes effets. C'était un plaisir de vous accueillir. Je serais resté encore plus longtemps. J'ai envie de vous dire que si je croise Mark Zuckerberg, imaginons, Oui. je lui propose que vous veniez chez lui. Ah oui, moi je voudrais bien parler avec lui, ça c'est sûr. On sent que vous avez ce désir aussi d'ouvrir un débat avec ces jeunes tycoons Oui, de la tech. c'est clair, parce qu'ils ont changé le monde et c'est dommage de ne pas être là-dedans, quoi. Ça manque de philosophie finalement, d'un esprit critique. Oui, mais bon, on connaît bien les États-Unis, ils ne fonctionnent pas comme chez nous, hein, c'est sûr. Eh oui, oui, le pays des Lumières, le pays des philosophes. Bon, à part Benjamin Franklin, je crois que... Oui. Luc de Brabander, Petite philosophie des arguments fallacieux, ça c'est votre dernier livre, et puis il y a ce travail que vous faites sur l'image et dont vous parliez tout à l'heure, qui est passionnant en faisant référence à Magritte. Et puis je précise évidemment, Thibaut Brière, que 10 clés pour le travail à distance, on est en plein dedans, lisez-le, il est coécrit avec Caroline Del Torchio, parce que si je la cite pas, elle me fera la tête, et c'était important de le signaler, elle était venue sur notre plateau. C'était un plaisir de vous accueillir, messieurs. Nous aussi. Venez le plus souvent possible, voilà, faire des débats avec nous, avec des chefs d'entreprise, avec des DRH. On peut faire une série, hein, thème par thème. On va vous Thème par thème. D'ailleurs, je précise que ce livre-là rentre dans une collection. C'est une collection évidemment très riche. Et le dernier, c'est Petite philosophie des arguments fallacieux. Fenêtre sur l'emploi pour parler du recrutement, c'est notre rubrique chaque jour, vous la connaissez et j'accueille Nadège Plou. Bonjour Nadège, vous êtes la DRH France de Korian, vous avez tenu à me dire France parce que c'est un groupe européen, groupe français faut-il le préciser, et vous accompagnez, parce que c'est le mot consacré, 26 000 collaborateurs. C'est un secteur, on le sait, le secteur de la santé. Korian, en quelques mots, c'est pas que les maisons de retraite, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Non, effectivement, c'est l'accompagnement de la fragilité au sens large. Donc c'est à la fois des maisons de retraite, mais aussi des cliniques de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle, d'accompagnement de la fragilité psychiatrique et aussi des résidences-services et des colocations. Résidence-service, colocation, ça on le sait moins. On sait que c'est un secteur en tension. 2025, il y aura besoin de 500 000 aides-soignantes parce que notre population vieillit, il faut être accompagné, on le sait. Ce sont des chiffres. Et ce qui est vraiment passionnant, et c'est ce que vous allez nous raconter, c'est que chez Korian, vous avez décidé, j'allais dire, de prendre votre destin en main et de prendre vos responsabilités. Racontez-moi, vous avez, pour le dire simplement, décidé de jouer avec des passerelles, avec des entreprises qui ne sont pas du secteur de la santé, et à qui vous allez dire « Ohé, on recrute ». C'est comme ça que vous faites. C'est un peu comme ça, alors sans le « Ohé, on recrute », mais en tout cas, effectivement ça. En fait, plus exactement, depuis maintenant plusieurs années, depuis 3 ans, nous avons beaucoup travaillé déjà sur les dispositifs d'évolution professionnelle, avec la validation des acquis par l'expérience, et nous accompagnons chaque année entre 300 et 400 personnes qui sont dans notre entreprise. Et donc, nous nous sommes posés en nous disant que faire pour attirer davantage de talents, parce que l'objectif n'est pas tant d'aller chercher des compétences techniques, mais des compétences comportementales. Et donc, les soft skills. Effectivement. D'ailleurs, excusez-moi, c'est quoi chez vous, dans vos critères, les compétences comportementales pour ceux qui nous regardent? Parce que vous nous le direz au cours de l'émission, vous recrutez, vous cherchez des apprentis. C'est quoi les compétences comportementales? C'est l'attention aux autres, c'est l'ouverture, c'est aussi la stabilité émotionnelle, parce que c'est des métiers d'engagement, c'est des métiers de sens, des métiers d'engagement. Donc, il faut avoir une certaine stabilité émotionnelle. Et effectivement, nous recrutons à la fois des apprentis, donc des jeunes de moins de 29 ans, mais aussi d'entreprise à entreprise, cette fois-ci des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Alors, vous avez inventé, parce que vous l'avez fabriqué, ça c'est vraiment une aventure que vous menez en tant que DRH, des emplois passerelles avec les dispositifs de transition collective qui avait été décidé en décembre, on en avait parlé sur ce plateau, puis mis en place en janvier. Racontez-nous comment ça marche. Vous faites passer des salariés de groupes de grandes distrib vers chez vous. Comment vous faites ?
Alors déjà, il faut saluer tout le travail qui a été fait par les équipes, donc avec un directeur formation extrêmement engagé, et puis des opérationnels aussi dans nos maisons, des aides-soignants expérimentés, des directeurs d'établissement qui ont ça chevillé au corps pour pouvoir accueillir de nouveaux talents. Et alors, comment nous faisons ? Donc, il y a un point névralgique, c'est déjà aller se présenter en fait à ces secteurs d'activité. Ah oui. Donc, on organise des réunions collectives. Nous avons commencé il y a un petit mois, avec d'ailleurs en présence d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, pour aller présenter à des personnes qui aujourd'hui font le nettoyage chez De Richebourg nos métiers d'aides-soignants. Les salariés sont devant vous. Exactement. Donc les salariés sont là, on leur explique dans quelles conditions ils pourraient nous rejoindre. Et puis ensuite, il y a un point névralgique qui est celui du SAS d'orientation. Donc là, ils sont 10, donc vraiment une petite promotion, parce que le but, c'est d'avoir leur attention, de capter leur attention et de bien les identifier pendant cette semaine-là. Et donc pendant cette semaine, ils vont rencontrer des aides-soignants, rencontrer Aller nos sur métiers. site. Pas sur site, pas encore sur site compte tenu des dispositions bien sûr. sanitaires, Mais mais enfin, c'est tout comme. Ça devient concret. C'est tout comme, exactement. C'est tout à fait concret. Et on leur explique ce métier. On va aussi regarder si, en termes de niveau de français, de mathématiques, ils ont le niveau requis ou suffisant pour qu'on puisse les accompagner. Et ensuite, pendant 14 mois, alors là, ils rejoignent le site. Ça, c'est la formation. C'est concret. Pendant 14 mois, auprès d'un aide-soignant expérimenté qui est détaché à 100% de son temps et qui les accompagne pour passer une validation des acquis au terme de ces 14 mois devant un jury pour être aide-soignant diplômé d'État. Précisons que c'est un diplôme d'État national. C'est vous les préparez dans vos CFA, puis ensuite ils sont devant un jury. Il y a un gros écrémage ou pas ? Parce que c'est vrai que c'est sélectif quand même. C'est assez paradoxal, c'est un secteur en très forte tension, mais le jury a quand même des critères draconiens. Alors c'est effectivement c'est un métier de sens, c'est un métier d'engagement, donc forcément les critères sont importants. Il n'y a plus de concours pour entrer en IFAS depuis maintenant 1 an, et donc, mais par contre le niveau est un niveau assez élevé de ce diplôme, donc on les prépare un maximum possible pour qu'au terme des 14 mois ils obtiennent ce diplôme. Pour la validation des acquis, on est à plus de 70% aujourd'hui de validation, donc ça se passe déjà bien en termes d'accompagnement, et là on redouble d'attention pour qu'ils l'aient tous au terme des 14 mois. Expérience de Richebourg, petite promotion parce que c'est du pas à pas, mais Monoprix, vous avez fait la même formule, OE, réunion pédagogique de présentation, et là vous avez plus de monde encore, avec beaucoup de femmes, c'est des métiers de femmes, mais aussi des hommes. Ah oui, alors là, on attire 10% d'hommes. Alors cette réunion collective, elle aura lieu le 19. Donc là, vous êtes, c'est une grande aventure qui s'ouvre. 19 mai. 19 le jour où les terrasses ouvrent. C'est la semaine prochaine, c'est ça. Il y a les terrasses et la réunion collective. N'oubliez pas, allez prendre un verre, mais allez à la réunion collective. Pourquoi ? Pour dire... je suis étalagiste, je suis en caisse, j'ai un emploi précaire, je n'ai pas forcément de diplôme pour certains. Alors, ils ne sont pas en emploi précaire aujourd'hui, ils sont majoritairement à temps complet chez Monoprix. D'accord. Ce sont majoritairement des femmes et un peu d'hommes qui sont étalagistes ou hôtesses de caisse et qui souhaitent se destiner à ces métiers. Et faut saluer en fait ce que la DRH de Monoprix a mis en place depuis maintenant plusieurs années, puisque dans le cadre de leur entretien annuel, ils peuvent émettre de souhaits d'avenir professionnel. Et il y a au bas mot 600 personnes à l'échelle de la France qui ont identifié un projet professionnel dans le métier des seniors. Donc on commence par une 60aine de personnes la semaine prochaine, parce que nous sommes pour l'instant sur le territoire de l'Île-de-France, et puis ensuite on essaimera sur la France pour attirer de nouveaux talents. Nous avons besoin d'avoir ces talents. Ces talents, ces envies, parce que je pense que ça part d'une forte envie. Il disait, ces hommes, notamment les hommes, j'ai envie de quitter les rayons étalagistes des fruits et légumes parce que je voudrais me consacrer, et c'est très intéressant, aux personnes âgées et aux seniors. Ça, c'est intéressant. C'est tout à fait ça, en fait. Ils n'ont qu'une envie aujourd'hui, c'est d'accompagner ces personnes en fragilité qui font sens. Et je pense que c'est pas à moi de le dire, mais plutôt actuellement aux candidates de Richebourg, puisque ce sont majoritairement des femmes, et qui le disent très bien en fait. Elles le font aujourd'hui, elles accompagnent dans leur famille des personnes qui aujourd'hui sont en fragilité ou sont seniors, et elles souhaitent en faire leur carrière professionnelle. Socialement, c'est intéressant la démarche que vous engagez, parce que vous faites passer des salariés qui, même s'ils n'étaient pas précaires, avaient des emplois peu valorisés, vers un emploi à diplôme. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un emploi où vous leur garantissez un CDI. Exactement. En fait, ils rentrent en poche avec une promesse d'embauche qui fera droit. C'est motivant, ça, dans la poche, quand même. C'est ça. Ça donne aussi plus d'énergie et de motivation pour passer cette formation. Et donc, ils rentrent avec ça, avec ce sésame qui leur permet, au terme de cette formation, d'avoir un CDI au sein de d'un bassin d'emploi proche de leur domicile. Donc ça, c'est important, évidemment, de ne pas partir. À temps complet. Et à temps complet. Les salaires, comment ça se passe ? Parce que c'est un sujet qu'on a déjà eu ici, notamment dans les métiers de la petite enfance, dans les crèches, où les femmes, notamment, se
plaignent des niveaux de salaire. Là aussi, vous faites un effort aussi sur les salaires? Alors, chez Corian, nous avons travaillé depuis 2019 avec les partenaires sociaux à de nouvelles grilles salariales, à la fois sur les métiers d'aide-soignant, mais aussi d'infirmier. Et donc aujourd'hui, le premier niveau de salaire d'un aide-soignant chez Corian, c'est 1 906 €, dont le Ségur. Donc c'est au-dessus des rémunérations qu'ils ont aujourd'hui. Et donc ça leur permet pour certains de faire des gaps de 20 à 30%. Donc c'est très attractif. En matière de développement, ça c'est une stratégie d'intégration des talents sur la base des soft skills, avec le diplôme. Il faut préciser que ne pourront rentrer chez vous à l'issue de cette formation que si vous avez le diplôme, c'est très important. Comment vous expliquez finalement que vous soyez, vous, entreprise privée, obligé de créer vos propres écoles? Comment on est arrivé à une situation de pénurie de main-d'œuvre? Aujourd'hui, en fait, déjà ce diplôme en tant que tel, on n'en parlait pas assez. En fait, je pense qu'il n'était pas assez valorisé. Et donc, j'invite, et merci de le faire aujourd'hui, tous les médias à parler davantage de ces talents, de ces métiers. Ce sont des métiers de sens. Et donc, forcément, les IFAS n'arrivaient pas à remplir. Donc, on prend notre destin en main. Et je pense que c'est important, en plus des places dédiées dans les IFAS, il y a à peu près 20 à 25 000 places dans les IFAS chaque année, de pouvoir amener une pièce à l'édifice, une pierre à l'édifice. Donc, c'est ça. Mais c'est aussi l'apprentissage. En septembre, on a 300 postes qui s'ouvrent d'apprentis aides-soignants. D'apprentis aides-soignants, vous me disiez que Sciences Po allait mettre aussi la main à la pâte pour les accompagner, certains en tout cas, qui auraient des difficultés en langue française, de pouvoir leur donner des cours en accompagnement en plus. Pour être sûr qu'ils aient le diplôme au bout. C'est en cours, effectivement, et l'objectif, c'est de pouvoir les mettre au bon niveau de français. Et donc, ce travail est en train d'être fait avec le directeur de la formation. Avant de nous quitter, on le dit, les chiffres sont évidents. La population vieillit, il y aura de plus en plus de personnes de plus de 80 ans. Il faudra les accompagner. Est-ce que cette pénurie de main-d'œuvre était aussi un élément de blocage dans votre développement économique? Parce que c'est vrai que si vous n'avez pas la main-d'œuvre et que vous construisez du bâti et qu'il n'y a pas la main-d'œuvre, c'est très compliqué. Alors déjà dans la qualité des soins, un poste ouvert c'est forcément une moindre qualité, donc il est évident qu'il faut pourvoir 100% des postes avec des personnes qui sont diplômées, donc ça c'est un point névralgique et nous continuons effectivement à ouvrir des cliniques, mais aussi à ouvrir du HAD ou également de la colocation et des résidences-services, donc c'est effectivement important d'avoir ces talents. Tous ces talents dont vous parlez, qui vont intégrer le groupe, je leur souhaite, à l'issue de leur diplôme, donc une première promotion de Richebourg, puis celle de Monoprix, comment vous les reventilez? C'est en fonction de leur choix, de leurs appétences. Il y a la psychiatrie, il y a les résidences seniors, les maisons de retraite. Comment vous faites là pour les dispatcher? C'est aussi en fonction de leurs appétences? Alors c'est en fonction déjà de la gestion prévisionnelle des emplois. Donc on a travaillé sur cette gestion prévisionnelle à horizon 3 ans et donc on fait matcher leurs souhaits effectivement professionnels avec nos besoins. Vos besoins c'est où en ce moment? C'est plutôt les maisons de retraite? C'est vraiment partout en France. Donc c'est dans les maisons de retraite et dans les cliniques. C'est en Ile-de-France, c'est sur PACA, c'est à Toulouse, c'est dans les Hauts-de-France. Un peu moins en Bretagne, mais sinon c'est partout en France. Un peu moins en Bretagne. Au-delà de cette initiative qui est vraiment formidable, et merci d'être venu nous en parler, combien de postes aujourd'hui sont à pourvoir chez vous, chez Corian? Alors aujourd'hui nous avons 400 postes à pourvoir, et donc sur des métiers aussi dont on parle peu, puisque nous avons des cuisiniers. Mais bien sûr. Tout ceci est complètement internalisé. On travaille des matières premières chez Corian, et donc du traditionnel. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez... Très important. Si vous souhaitez nous rejoindre sur le site recrutement.corian.fr. Vous serez accueilli peut-être pas par Nadège Plou, parce qu'elle a 26 000 salariés à accompagner, mais en tout cas par ses équipes. Rubrique recrutement, onglet recrutement. Et puis c'est ce travail du CFA pour faire peut-être sortir aussi certains salariés de leurs conditions et leur donner une autre image d'eux-mêmes aussi, c'est important, avec des métiers engageants, où il faut s'engager. C'est des métiers difficiles, il faut quand même le préciser. Merci Nadège d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. DRH de France du groupe Corian, 26 000 collaborateurs. En Europe, c'est combien au total? Un peu plus de 56 000. Un peu plus de 56 000. C'est une très belle entreprise française, faut-il le préciser. Merci à vous, merci de votre fidélité. L'émission est terminée. Je vous retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. Merci Fanny Griesmer. Merci notre réalisateur Kenny Dellenbach. Merci Héloïse Merlin au son. Merci Pauline Gratel et merci Valentin pour l'accueil invité. Merci à eux et à leur travail. Merci à vous qui nous regardez et qui réagissez sur les réseaux sociaux. À demain. Portez-vous bien.